En cette période de l'année, il y a des trucs qu'on faisait toujours à l'école. C'est qu'on prenait des pots de yaourt, dedans on mettait de la ouate, et tous ensemble, on mettait une graine de haricot. Ces graines, elles se ressemblaient toutes, c'était toutes les mêmes. On les plantait toutes au même endroit, on mettait sur le même rebord de fenêtre avec la même luminosité, etc. Et pourtant, je ne les mets pas toutes en même temps. Il y en a qui sortaient plus vite, puis il y en a d'autres qui prenaient plus de temps. C'était normal, et puis il n'y a personne qui disait « Ah, celui-là il est en retard, celui-là il est pas en retard ». On observait nos petites pousses et nos petites plantes de haricots qui sortaient. C'est beau, hein? En fait, pourquoi on accepte cette variabilité dans la nature et pas chez les femmes qui enfantent? Un peu comme les pommes aussi, d'un même pommier, tout exposé au même soleil. Alors oui, en fonction du sens et de l'endroit où elles sont, peut-être pas exactement de la même manière, mais il y en a qui tombent avant, d'autres qui tombent après. Vous connaissez cet adage qui dit « le fruit tombe quand il est mûr », pas quand le jardinier l'a décidé. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Je pense que vous avez deviné, mais aujourd'hui, je vais parler avec vous du dépassement de terme. C'est un mot qui rime souvent avec beaucoup de peur, beaucoup de pression, beaucoup d'urgence, alors qu'en fait, ça devrait juste être synonyme plutôt de patience, d'écoute, de confiance. Aujourd'hui, j'accompagne une naissance d'une maman qui justement est à 41 semaines et 5 jours, encore en phase de latence, mais dans cet épisode, j'ai envie justement de déconstruire la notion même du terme. Cette date, elle est tellement butoir chez beaucoup de gens, et on oublie qu'en fait elle est théorique, mais qu'on la brandit tout le temps comme une deadline, comme la fin d'un bail, comme quelque chose de dangereux au-delà. Et j'ai eu à nouveau la chance de pouvoir parler justement de ce sujet que j'avais envie de développer dans des groupes Facebook, et j'ai eu plein de témoignages. Donc merci à ces femmes qui ont bien voulu partager un peu de leur histoire, parce que ce dont elles parlent, c'est beaucoup de cette pression médicale, sociale, émotionnelle, et que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous justement ce pan du dépassement de terme dont on parle peu et pourtant dont on est tous responsables. Tu l'as peut-être déjà vécu ces derniers jours là où chaque message te demande alors, il n'est pas encore né, va se rappeler désiré. C'est ce moment où tout ton corps se met un peu en branle, mais où tu doutes beaucoup. Tu te retiens de répondre violemment à la voisine qui insiste encore mais ils vont le faire sortir quand ce bébé? T'as envie de lui dire en fait c'est lui qui va décider. Tu voulais accoucher naturellement dans ton tempo, puis soudain on te parle de mort fétale, de protocole, de chiffres. Tu te sens seule, même bien entourée. Pourtant t'as rien fait de mal, t'es juste en train d'attendre ton printemps à toi. Et dans les témoignages que j'ai reçus, j'ai eu des femmes qui m'ont vraiment expliqué que elles ont eu parfois des postpartum très difficiles parce qu'en fait cette fin de grossesse a été ultra stressante et qu'elles se retrouvent à devoir aller à l'hôpital, à devoir changer leur plan, à devoir créer un plan de naissance en dernière minute. C'est difficile. J'ai eu de la chance parce que j'ai une des patientes de la maison de naissance qui m'a raconté justement son ressenti, ce qu'elle avait vécu, parce que elle avait initialement le projet d'accoucher chez elle. Et au final, elle avait dû être déclenchée pour dépassement de terme. Et elle m'avait justement expliqué que le plus dur, c'était cette impression d'avoir touché du bout des doigts, en fait, le but ultime qui était l'accouchement chez elle, la rencontre avec son bébé dans les conditions qu'elle avait décidées, etc. Comme rater de quelques millimètres, quoi, échouer au dernier stade. Elle me disait que c'était pas facile, en fait, ce deuil aussi de l'accouchement rêvé.
parce qu'on se sent trahi par son corps. Elle disait même que c'était peut-être même un peu trahi par son bébé. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important, cette pression qu'on met aussi sur les bébés, où on dit « mais viens maintenant, allez, viens !» Sauf que parfois, c'est pas les bébés qui décident non plus. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pas mentalement qu'ils se disent « bon, en fait, je vais embêter tout le monde et je vais arriver plus tard ». C'est juste que les choses ne se mettent pas totalement comme ils devraient pour lui ou pour elle, que c'est plus facile justement de laisser faire les choses. Le bébé, il décide qu'il est prêt à venir parce que c'est le moment, parce que notamment, ça commence à être un peu plus difficile, que les échanges sont peut-être un petit peu moins bons, que la place est moins grande. C'est pas juste une décision de l'un ou de l'autre, c'est tout un ensemble d'éléments qui vont faire que ça va se lancer. Dans les témoignages, ce qui est beaucoup ressorti, c'était le besoin de lâcher prise, alors qu'en fait, que ce soit le médical, l'entourage, la société, etc., c'était plutôt le contrôle, la pression. C'est difficile finalement de se sentir en sécurité quand même les gens qu'on ne connaît pas nous donnent leur avis, demandent alors, t'as pas encore accouché, etc. C'est pas l'attente en tant que telle qui bloque finalement, c'est souvent l'environnement stressant. J'ai aussi une maman qui avait témoigné qui disait que même sa doula n'arrêtait pas de lui écrire, que son conjoint s'impatientait, qu'elle avait l'impression de se battre pour faire les choses bien. Pourtant, autour d'elle, en fait, il n'y avait rien qui l'aidait à lâcher prise. Et c'était ça dont elle avait réellement besoin. Ce qu'on appelle le terme, c'est quand même une estimation statistique. C'est pas une science exacte. En France, on le fixe à 41 semaines d'aménorrhée. En Belgique, c'est 40 semaines. Donc déjà, rien que ça, franchement, c'est absurde. Et vous savez d'où c'est que ça vient, cette fameuse date, ce terme? Elle repose sur la règle de Nagel, qui est formulée au début du 19e siècle. Et en fait, on prend la date du premier jour des dernières règles, on y ajoute 7 jours, et puis 9 mois. On retire 3 mois, c'est en fonction de... Ça fait 280 jours exactement. Cette méthode, elle est un peu faussée quand même, parce que ça suppose quoi? Ça suppose que toutes les femmes ont un cycle de 28 jours, et qu'elles ovulent toutes au 14e jour. En réalité, c'est quand même rarement le cas. Avec cette règle, on fait qu'estimer en fait le jour où la probabilité de naissance est la plus élevée. Mais c'est une probabilité. Et en fait, il n'y a que 3 à 5% des bébés qui naissent à la date qui est la leur, soi-disant, avec ce calcul. On considère qu'une naissance est à terme quand le bébé arrive entre 3 semaines avant et 2 semaines après, donc entre 37 et 42 semaines. Il y a 90% des accouchements en fait, qui ont lieu dans cette fourchette entre 37 et 42. Et en fait, il n'y a que 1 à 3% seulement des bébés qui naissent après 42 semaines en fonction des études. En fait, donc c'est statistiquement rare, mais c'est pas anormal pour autant. Donc comme je disais, en fait, cette méthode d'estimation, elle prend pas en compte l'ovulation réelle, ni le temps réel des cycles des femmes. Donc c'est pour ça qu'on a commencé aussi à recommander une confirmation par échographie au premier trimestre. C'est plus précis, mais à 6 jours près, avec une marge d'erreur de 5%. Alors, on nous dit oui, avec ça, on est sûr, mais en fait, sûr de quoi? Sûr de l'âge réel du bébé, mais donc de penser qu'il ne peut rester que X jours dans le ventre de sa mère. En mesurant quoi? Juste la longueur, la grandeur du bébé au début de la grossesse. Alors oui, c'est vrai, les bébés, en fait, grandissent à peu près de manière... identique, j'ai envie de dire, les premières semaines, et puis les modulations se font un peu plus tard. Mais encore une fois, on aura des grands, des petits, des moyens. Le pire, c'est quand je vois aussi, au cours de la grossesse, des médecins qui changent la date de terme parce qu'ils considèrent que le bébé est trop petit ou trop grand. Alors ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on ne calcule que sur une norme et qu'on change les dates de terme en fonction des normes. Ah, il est au-dessus de la norme, je vais diminuer sa date de terme. Il est en dessous de la norme, je vais augmenter sa date de terme. Non, on a juste des grands, des petits, des moyens. Comme dans la vie, quoi. Alors, il y a une étude de la revue Obstétrique et Gynécologie qui date de 1990 qui disait que la durée moyenne d'une grossesse spontanée chez une primipare, c'est 41 semaines et 3 jours. Et pour une multipare, on dit 40 semaines et 2 jours. À nouveau, c'est qu'une moyenne. Alors, pourquoi est-ce qu'à 41, on parle déjà de déclenchement, comme s'il y avait quelque chose qui était anormal, alors qu'on est juste 3 jours avant la date où, en général, la moyenne dit que les femmes accouchent? C'est interpellant de se rendre compte que juste une date fait qu'on modifie tout. Et ce qui en ressort le plus, c'est toute la pression, la tension, la pression de l'entourage, j'en ai déjà parlé, mais c'est souvent presque plus lourd que celle du corps médical, parce que
c'est constamment. Les parents décrivent ça, des appels, des petits messages. En soi, personne n'a envie d'être désagréable, d'embêter ses parents qui sont dans l'attente. Mais dans la réalité, en fait, c'est comme du harcèlement constant toute la journée avec des toujours pas accouchés, etc. Ça devient sincèrement une véritable torture psychologique et ça fait partie des choses les plus difficiles que les gens décrivent. Il y a aussi la peur qui est induite par les discours médicaux. Il y a quand même des médecins qui finissent par dire votre bébé va peut-être mourir, le placenta est trop vieux, il n'y a plus de liquide. Donc en fait, c'est comme si la femme, si elle décidait de garder son bébé encore un peu plus longtemps, c'est presque si elle signe une sentence de mort sur son bébé, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a des risques qui sont plus grands, mais comme des tas de choses, l'un n'est pas égal à l'autre. C'est vraiment des affirmations qui sont non vérifiées, qui sont exagérées, et en fait qui sont là pour faire quoi ? Pour faire plier dans le sens de accepter le déclenchement. J'en ai déjà parlé dans l'épisode de la semaine dernière, mais le consentement acquis par la peur, c'est pas un vrai consentement, c'est juste je mets la pression pour que tu acceptes ce que moi j'ai envie que tu fasses, parce que tu es dans les limites de ce que j'ai envie de pratiquer ou dans mes peurs, etc. Alors on parle aussi souvent du liquide amniotique, il y a plus de liquide amniotique, il y a presque plus de liquide amniotique, il faut absolument le faire sortir. Le liquide amniotique, c'est vrai, il diminue naturellement en fin de grossesse, mais c'est pas une urgence en fait, tant que la vitalité du bébé va bien, qu'elle est bonne, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, ces déclenchements qui sont pas vraiment consentis, qui sont subis, ça peut aussi avoir des conséquences sur la physiologie de l'accouchement, évidemment, parce que en fait, déclencher un accouchement, ça joue sur la physiologie, puisque ça ne sera pas physiologique. Mais ça joue aussi sur l'allaitement, sur le vécu, voire même parfois sur la relation mère-bébé, parce que c'est aussi rendre coupable le bébé de ce qu'on a potentiellement vécu à cause de ce déclenchement, alors qu'en fait, il n'y est pour rien. La pression, ça bloque parfois le travail. Quand le mental prend trop de place, le corps, il se met en pause parce qu'il a besoin de sécurité, de confiance pour s'ouvrir. Vous savez, je vous le dis souvent, pour accoucher, on doit être dans les mêmes conditions que quand on a fait notre bébé. On n'a pas besoin d'être stressé, d'avoir du monde autour de nous qui nous dit « Allez, il faut y aller maintenant, hein, on va le sortir ce bébé, etc. » Donc, c'est important de se rendre compte que légalement, vous avez le droit de choisir. Dans la réalité, qu'est-ce qu'on fait nous dans les dépassements de terme ? Donc quand on est au-delà de 40 semaines, puisque malheureusement en Belgique c'est 40 semaines, au-delà de 40 semaines, on propose un suivi régulier, on fait des monitorings pour vérifier comment va le bébé, comment est-ce que ça se passe, etc. Et surtout on en profite à chaque fois pour redonner des clés, rassurer, remettre les parents à la juste place, parfois leur dire écoute, tu peux faire un message aussi à tes proches pour dire maintenant ça suffit. Arrêtez de m'envoyer des messages, je vous tiendrai au courant en fait quand ce bébé sera né, mais là vous polluez mon mental, ça ne va plus quoi. Donc c'est aussi mettre des bases, des limites pour pouvoir vivre sereinement cette fin de grossesse. Donc lors des rendez-vous, on donne nos petits tips pour essayer d'aider à mettre en route le travail, on va rassurer, redonner des informations aussi sur qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qu'on observe, comment est-ce qu'on peut dire que ce bébé va bien, etc. Parce que je pense que ce qui est hyper important, c'est de remettre vraiment plus une notion de prendre soin de soi, prendre soin de son bébé, parce qu'en fait, quand on est ultra stressé, parce que tout le monde nous met le stress, c'est pas super bon en fait, ni pour vous, ni pour votre bébé. Donc il y a vraiment besoin de prendre soin, de soutenir, mais pas de mettre la pression. Vous savez, je vous ai parlé de ce mois d'ancrage aussi. À quel point c'était important de plus se mettre dans la joie, dans le fait de se prendre soin de soi pour prendre soin de son bébé et de profiter plutôt que juste être dans l'attente. Et le problème, c'est que quand on est comme ça, en fait, on est juste dans l'attente, puis ça ne nous aide pas à lâcher prise et puis à profiter de cette fin de grossesse, etc. Oui, c'est vrai, le corps il est lourd, les choses sont difficiles, c'est bien pour ça qu'on a envie d'accoucher. Mais en attendant, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, c'est les derniers miles, c'est peut-être les dernières fois, en tout cas, c'est les dernières fois avec ce bébé-ci. Donc, profitez. On est souvent passé un peu à côté de sa grossesse parce que, il faut faire tellement de choses, on doit travailler jusqu'à tellement longtemps, etc. Donc, on a besoin d'honorer ces moments si intenses, mais aussi si beaux. Et puis, peut-être ritualiser le moment, peut-être d'écrire une lettre au bébé. Aussi parfois de
bien discuter avec son compagnon ou sa compagne, parce que parfois le bébé a mis du temps à se décider, etc., parce qu'il y avait peut-être des injonctions. J'entends très souvent, hein, ah non, il faut pas que tu accouches à tel moment, parce que là je vais avoir beaucoup de boulot, ah pas à tel moment, parce que là c'est la date d'anniversaire de machin. Et enfin, en fait, en fin de grossesse, c'est un mélange entre j'ai envie que mon bébé vienne et de l'avoir dans mes bras, j'ai aussi envie qu'on respecte mon bébé, qu'on respecte son temps et sa naissance, mais j'ai aussi besoin qu'il ait sa propre date d'anniversaire, que son père ou sa mère soit bien disponible et pas en travail à l'autre bout de la Belgique ou de la France ou je ne sais quoi, parce que les employeurs prennent souvent pas en compte finalement le fait que les femmes sont en fin de grossesse et que ça serait chouette que en fait, le compagnon ou la compagne ne parte pas trop loin pour rassurer en fait. Je veux dire, la plupart du temps, les bébés se posent quand ils doivent se poser. Ça veut dire quand tout sera bien aligné, que tout le monde sera disponible. Mais justement, si on ne donne pas l'opportunité d'avoir les éléments pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir accepter ce qui va se passer, ça devient plutôt compliqué. Donc vraiment, je vous le rappelle, mais le terme, c'est qu'une estimation, c'est pas une deadline. Il n'y a pas un ordre de quitter le territoire parce que on a dépassé la date limite, etc. C'est important de se protéger de la pression, de couper les réseaux, de préparer des réponses automatiques, de dire non, et puis de penser aussi à quand on annonce une grossesse, peut-être à donner une date qui est bien plus loin que la date de votre terme pour que vous puissiez être tranquille et que personne ne vous embête. Demandez les vraies informations. Le score de Bishop, donc ça veut dire comment est votre col si jamais vous êtes examiné. Le monitoring, mais pour s'assurer que le bébé va bien, peut-être observer un peu la dynamique si jamais il y a des contractions. Mais en soi, nous on fait ça légalement, je veux dire pour avoir un peu une trame du suivi qu'on a avec nos patientes. Mais c'est vraiment l'occasion, surtout, au-delà du monitoring, c'est de reprendre contact, c'est de rassurer, c'est de donner les éléments qui vont permettre d'attendre, de patienter, mais d'être dans quelque chose peut-être de plus positif. Moi, je rappelle souvent de profiter. Je leur dis, quand elles quittent la maison de naissance, vas-y, va profiter. Allez marcher, allez faire un petit resto tous les deux, passer du temps avec votre plus grand, etc. Parce que quand ce bébé va arriver, c'est à nouveau un déséquilibre. On va devoir attendre le rééquilibre. Et c'est pas toujours super confortable. Donc autant en profiter. Se faire confiance. Le corps, c'est pas une horloge déréglée, mal réglée, qui fait pas son job. C'est juste son propre timing. Et puis je pense que si jamais vous avez une amie qui est enceinte, vous pouvez lui partager l'épisode, comme ça elle sait que c'est pas grave, que c'est pas une fatalité de ne pas avoir un bébé qui naît avant terme, parce que souvent en fait dans l'idée qu'ont les gens maintenant, c'est que le bébé doit arriver avant, et donc la pression elle est encore plus grande. J'aimerais bien reparler aussi parfois du temps du travail qu'on estime normal, mais voilà, maintenant j'ai l'impression que le terme c'est normal que le bébé arrive avant, donc quand il n'arrive pas avant, on est déjà dans le stress. Alors peut-être que c'est important de montrer aussi que c'est juste normal, que c'est juste une norme parmi tant d'autres et que on ferait mieux de cultiver la patience et la douceur. Vous pouvez peut-être juste vous offrir un massage, écrire une lettre à votre bébé, faire des petits rituels. J'ai une maman qui me disait qu'elle a écrit toutes ses peurs, puis elle a brûlé cette feuille et elle les a mis dans la terre. Moi j'avais fait ça aussi, j'avais écrit toutes mes peurs, brûlé, et puis j'avais mis les cendres dans un pot où j'ai fait pousser une plante. Vous pouvez marcher, faire des marches avec votre amoureux, votre amoureuse dans la nature, manger des dattes, boire de la tisane de framboisier. Je rappelle que c'est pas ça qui déclenche le travail, mais vous pouvez déjà en boire dès le début de la grossesse. On dit 1 tasse par jour premier trimestre, 2 tasses par jour deuxième trimestre, 3 tasses par jour troisième trimestre. Et quand on arrive là tout près des deadlines que nous met la société, on peut en consommer un peu plus. Stimuler les mamelons, faire l'amour, oui, profiter, faire l'amour. Et si jamais vous en avez envie, évidemment. Et peut-être un peu de silence aussi, du silence des gens autour qui font trop de bruit, qui viennent embêter. J'ai une maman qui m'avait dit aussi qu'elle avait dû mentir, qu'elle a senti qu'elle devait mentir sur sa date de dernière règle pour pouvoir, en fait, juste avoir un peu plus de temps. Et j'ai une maman qui a vécu un déclenchement pour son premier dépassement de terre qui m'a dit « Mais pour la prochaine fois, j'envisage de mentir sur mes dernières règles, etc. » On en est à là, on n'écoute pas et on est dans la peur et voilà. Peut-être que si jamais vous avez vécu un déclenchement aussi pour votre premier pour dépassement de terme, on peut mettre des choses en place avant, notamment avec l'homéopathie, etc. pour essayer de maturer le col plus rapidement, pour faire en sorte que
peut-être qu'on évite cette situation, bien que vous puissiez vivre les choses sereinement. Je pense que c'est important. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cet épisode parce que vous restez toujours les meilleurs ambassadeurs de Sage-Femme Authentique. J'ai envie de vous annoncer quand même quelque chose qui me tient fort à cœur, c'est parce que pendant cette semaine de bootcamp avec l'Académie du podcast, j'ai énormément cheminé, travaillé, etc. Il y a de belles choses, de grandes choses qui s'en viennent, dont j'ai très vite hâte de vous parler. Mais en attendant, il y a une chose que j'ai faite, c'est que j'ai enfin fait un site internet pour Sage-Femme Authentique et surtout j'ai ouvert un blog. Donc vous avez accès sur le site internet, un blog où justement j'ai commencé à vous mettre des articles en rapport avec mes épisodes de podcast, mais pas que. Et du coup je vous prépare aussi un épisode de podcast. Du coup je vous prépare aussi un article de blog sur cette histoire de dépassement de terme, parce que je crois qu'on a besoin aussi d'avoir à nouveau peut-être d'autres moyens de convaincre les gens, en tout cas de faire voyager cette information et que les choses soient plus sereines pour tout le monde. Voilà, je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode de Questionner la sage-femme et d'ici là, portez-vous bien.